Willy Kalenga, nous tendons déjà à la fin de notre entretien depuis les États-Unis en connexion avec Kinshasa. Est-ce que, la toute dernière question, préoccupation, est-ce que la RDC a les moyens de financer les élections à quelques mois des élections? Est-ce que nous en avons le moyen ou bien nous allons tout droit vers un report? Willy Kalenga. Bon, je ne pense pas que s'il y a un report, ça serait par rapport aux moyens. Parce que quand vous regardez les plans de décaissement, jusqu'à ce jour, je crois que la CENI a déjà bénéficié de plus de la moitié de son budget. Et quand vous regardez les prévisions de l'année, même s'il y a des doutes pour qu'on réalise vraiment les 15 milliards, je suppose quand même que pour le demi-milliard qui reste, ça ne sera pas compliqué pour qu'on arrive à financer les élections. Mais s'il y a des problèmes avec les élections, à mon humble avis, c'est par rapport au consensus autour de la grande question. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'autres Congolais, en tout cas des formations politiques de premier plan, qui n'ont pas appelé leurs militants à l'enrôlement. Donc il y a évidemment la nécessité, moi je le pense, d'une certaine concertation pour lever la grande option, afin que nous n'allions pas dans des élections qui soient en réalité des pièges, pour que l'on puisse, après les élections, connaître une crise qui soit plus forte qu'avant les élections. Et il faut pas, les deux organes sont complémentaires. L'IGF fait un travail de prévention, un travail de répression directe, parce que parfois il y a des flagrances dans certaines gestions. L'IGF peut entrer dans une entreprise et entrer presque dans la gestion, mais c'est que la Cour de compte ne peut pas faire. La Cour de compte travaille sur base d'abord du Code de compte de l'État. Il travaille avec les comptables d'État avec lesquels elle fait le rapport de la réduction des comptes. Je pense que les deux sont complémentaires et il n'y a pas, en ce qui me concerne, en tout cas dans ma perception des choses, il n'y a pas d'antagonisme possible. La prédation, voler les Congo, ça n'a pas commencé avec les derniers détourneurs minables que nous pouvons identifier, qu'on peut montrer à la télévision. Notre pays s'est construit sur la prédation. Ça signifie déjà que la colonisation elle-même a été mise en place pour pouvoir piller, détourner les ressources légitimes de ce peuple. Il ne faut pas oublier cela. Alors, tous les systèmes se sont organisés après l'indépendance, tous les régimes ont été construits sur cette logique-là que les ressources de l'État devaient être des ressources à privatiser par des groupes qui avaient le pouvoir. Dans ce pays, celui qui est au pouvoir pense que tous les moyens de l'État lui appartiennent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une culture qui s'est insérée dans la classe politique. C'est comme ça que l'on fait un effort. Beaucoup de gens se battent pour accéder à des postures. Nous sommes donc dans un pays rentier. Comme le pays est suffisamment riche en ressources, le plus important, ce n'est pas de travailler pour gagner ces ressources. Non, c'est d'arriver à des postes où on peut décider. Pendant de longues années, pendant des décennies, la politique a été essentiellement une politique de prédation. Les gens arrivaient au pouvoir, quel que soit le poste, c'est de poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a ici comme moyen et comment je peux privatiser quelques moyens pour mon bien personnel? Vous savez, c'est difficile de répondre par oui ou par non, parce qu'un gouvernement est évalué en fonction d'abord de la qualité, de l'ampleur des défis qu'il doit relever, mais aussi par rapport à la pertinence des résolutions, des décisions que ce gouvernement prend. Le gouvernement Sama Lukonde, qui est dans sa deuxième année, je pense que dans l'histoire de notre pays, c'est un des gouvernements qui a été confronté à des situations sécuritaires les plus compliquées. En même temps que l'on demande au gouvernement de défendre les territoires, de défendre la sécurité et l'intégrité territoriale, en même temps, on veut que ce gouvernement fasse de la croissance et favorise la production des richesses pour une redistribution équitable.
partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine One Day, One Way. Nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous, depuis les États-Unis d'Amérique, Willy Kalengai, qui n'est plus à présenter, qui fait partie de nos mentors depuis la République démocratique du Congo. Il a plusieurs casquettes. Il est DG de Géopolis, plusieurs émissions avec succès. Vous le savez, la présentation du gouvernement Sama 1, Sama 2, toujours lui. L'exercice qui a été donné au Premier ministre de la RDC, c'était avec lui et notre consort de la RTNC. Il accompagne plusieurs structures des miniers en République démocratique du Congo et c'est parmi les personnes qui maîtrisent les questions économiques et financières et surtout la croissance de la République démocratique du Congo. Et c'est avec lui que nous allons échanger. Willy Kalengai, nous vous saluons. Merci beaucoup, Symphorien, de l'honneur que vous me faites de m'inviter à votre émission. Merci beaucoup. L'honneur est le nôtre parce que nous connaissons votre finesse dans les analyses. Ce soir, nous allons parler en connexion avec Kinshasa, entre Dallas et Kinshasa, où nous allons parler de la RDC, croissance économique. Hier, à Kinshasa, en compagnie du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, Vital Kamerhe s'est prêté à cet exercice, à expliquer par rapport à la rareté du maïs sur le marché congolais. Et nous allons parler de cela. Ma première question, vous qui avez interviewé, vous étiez face à Sama Lukonde. Est-ce que vous sentez que le gouvernement congolais a la main mise sur la gestion quotidienne de la République démocratique du Congo? Vous savez, c'est difficile de répondre par oui ou par non, parce qu'un gouvernement est évalué en fonction d'abord de la qualité, de l'ampleur des défis qu'il doit relever, mais aussi par rapport à la pertinence des résolutions, des décisions que ce gouvernement prend. Le gouvernement Sama Lukonde, qui est dans sa deuxième année, je pense que dans l'histoire de notre pays, c'est un des gouvernements qui a été confronté à des situations sécuritaires les plus compliquées. En même temps que l'on demande au gouvernement de défendre les territoires, de défendre la sécurité et l'intégrité territoriale, en même temps, on veut que ce gouvernement fasse de la croissance et favorise la production des richesses pour une redistribution équitable. Dans d'autres pays, quand vous avez la guerre, donc tout ce qu'il y a comme désidératas sociaux tombe un peu. Mais ici, on ne laisse aucun moment au gouvernement d'expliquer la guerre comme un prétexte à l'inaction. La guerre existe, oui, mais vous devez réagir et donner des résultats. Donc, je crois que c'est un peu dans ce contexte qu'il faut évaluer les actions qui sont menées par le gouvernement à gauche ou à droite. D'un autre côté, un gouvernement ne peut maîtriser sa politique que si l'État lui-même est fort. Nous sommes dans un État faible, un État, je ne peux pas dire un État failli, mais quand même l'État congolais, ça signifie quoi en réalité? L'autorité de l'État congolais n'est pas, en tout cas, partagée sur tout l'étendue de la République. Il y a des zones de non-État. Il y a des coins où l'État est absent. Donc, tout cela peut pousser à l'évaluation si le gouvernement a une maîtrise ou pas. De ce qu'il peut toucher, de ce qu'il peut modifier, de ce qu'il peut arranger, je crois que l'honnêteté nous oblige de reconnaître que des efforts sont réellement menés. Les efforts sont réellement menés. Quelle est la valeur ajoutée, par exemple, des nouveaux venus dans le gouvernement Sama Lukonde? Nous avons Vital Kamerhe qui fait son entrée. Nous avons Jean-Pierre Mbemba et Mboussa Nyamouissi, si je m'abuse. Quelle est la valeur ajoutée, selon vous, en homme de médias, en journaliste? Ce sont des hommes d'expérience et personne ne peut se priver l'apport d'un homme expérimenté. Personne ne peut se priver l'apport d'un homme résilient. Aujourd'hui, les trois personnes a été vice-président dans ce pays. Il a dirigé pendant près de 4 ans l'ECOFIN, donc il avait la maîtrise des enjeux économiques. Quand vous associez ces deux expériences,
il devra avoir une influence positive sur le moral des troupes, mais aussi sur l'organisation de cette armée pour qu'elle soit une armée d'offensive, une armée de dissuasion. Je pense qu'il ne faut pas se priver. Je crois que le gouvernement ne peut pas se priver, surtout Sama Lukonde ou Félix Tshisekedi, se priver des normes de cet acabit. D'autant plus que politiquement, ce sont des gens qui ont des grands partis politiques et qui ont une base certaine. Et dans une année électorale, je vois mal comment on peut se priver d'un tel allié. La même chose pour Vital Kamerhe, un véritable animal politique, quelqu'un qui a traversé des zones puissamment chargées de difficultés, mais qui est debout aujourd'hui et qui peut assumer ce rôle de ministre de l'économie. Lui aussi, un fin négociateur, nous l'avons vu déjà hier quand il a fait sa prestation, en révélant comment il est allé négocier la fin de l'embargo qui pesait sur l'approvisionnement par le Congo de la farine zambienne. Je crois que Mboussa Nyamwisi est connu parce que c'est quelqu'un qui est introduit en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, nous avons des difficultés avec l'EAC, justement parce que peut-être que nous n'avions pas quelqu'un qui pouvait décortiquer, saisir et rentrer dans les fondamentaux de cette mentalité qui est à l'Est de l'Afrique et que nous n'avons peut-être pas bien saisi. C'est quoi ces trois personnes, si elles travaillent dans la discipline et dans le patriotisme puissant, pourront être d'un apport important pour les questions qui concernent notre patrie, qui est aujourd'hui sous quand même une guerre qui ne dit pas son nom. Nous allons commencer avec un tout premier point, celui des deniers publics, le détournement des deniers publics. L'IGF, avec larmes et beaucoup d'amertume, a publié sur les réseaux sociaux, a rendu public un document démontrant que au sein de la fonction publique, il y avait des millions, même des milliers de dollars qui se dilapidaient entre les personnes. C'était tout un système. Comment prétendre au bien-être de la société congolaise? Comment prétendre au redressement de l'économie? Comment prétendre avoir des moyens par rapport au projet du gouvernement pour le bien-être de la société congolaise lorsqu'il y a toujours ce mécanisme de détournement mis en place depuis l'arrivée du gouvernement Sama Lukonde, que ce soit un ou deux? Qu'est-ce qui fait qu'il ne soit pas capable de pouvoir endiguer ces phénomènes? Willy Kalengai. Vous savez, vous posez une question avec quelques publics relève d'un système rationnel mis en place. Nous sommes dans tout s'est construit sur le domaine de la prédation. La prédation, voler les Congo, ça n'a pas commencé avec les derniers détourneurs minables que nous pouvons identifier, qu'on peut montrer à la télévision. Notre pays s'est construit sur la prédation. Ça signifie déjà que la colonisation elle-même a été mise en place pour pouvoir piller, détourner les ressources légitimes de ce peuple. Il ne faut pas oublier cela. Alors, tous les systèmes se sont organisés après l'indépendance, tous les régimes ont été construits sur cette logique-là que les ressources de l'État devaient être des ressources à privatiser par des groupes qui avaient le pouvoir. Dans ce pays, celui qui est au pouvoir pense que tous les moyens de l'État lui appartiennent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une culture qui s'est insérée dans la classe politique. C'est comme ça qu'ils ont fait un effort. Beaucoup de gens se battent pour accéder à des postures. Nous sommes donc dans un pays rentier. Comme le pays est suffisamment riche en ressources, le plus important, ce n'est pas de travailler pour gagner ces ressources. Non, c'est d'arriver à des postes où on peut décider. Pendant de longues années, pendant des décennies, la politique a été essentiellement une politique de prédation. Les gens arrivaient au pouvoir, quel que soit le poste, c'est de poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a ici comme moyen et comment je peux privatiser quelques moyens pour mon bien personnel? C'est comme ça que le combat le plus important chez nous, ce n'est pas de transformer les ressources naturelles, mais c'est d'obtenir un statut. Vous comprenez? Il y a des gens aujourd'hui qui ont les matricules de l'État. Juste parce qu'il a un matricule de l'État, il peut avoir de l'argent, il est payé, même s'il ne part pas au travail, même s'il ne preste pas du tout,
il n'y a pas de compensation professionnelle, à la fin du mois, il est payé parce que l'État donne des moyens à ses fonctionnaires. Donc, je voudrais dire que nous assistons aujourd'hui à quelque chose de nouveau, c'est que ce phénomène qui était là, qui était caché, est maintenant sous la lumière. C'est comme ça qu'on a l'impression que c'est maintenant que l'on vole le plus. Non, c'est maintenant qu'on en parle plus. Mais les détournements des ressources ont commencé ici depuis des décennies. Aujourd'hui, nous avons quand même une certaine opportunité, c'est que par les concours de circonstances, par le développement des moyens de communication, par les transferts d'informations en mode rapide, mais aussi par la détermination de l'inspecteur général des finances, la Cour des comptes et certains tribunaux, nous avons aujourd'hui la possibilité de jeter un projecteur sur ces monstres immondes qu'est le détournement et la corruption. Il ne faut donc pas penser que c'est maintenant que la corruption est devenue très, très, très forte. Non, c'est maintenant que l'on en parle suffisamment de manière publique. Merci à l'économiste Roby Etisomba qui nous suit depuis Kinshasa. La connexion est bonne maintenant. Vous pouvez suivre l'émission et le partager. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Willy Kalengai. Avec lui, nous sommes en train de parler de la RDC et croissance économique et nous parlerons aussi de l'actualité. Willy Kalengai, le VPM Vital Kamere avec le ministre de la Communication se sont prêtés à un jeu de questions-réponses pour expliquer cette rareté sur le marché du maïs. Quelque chose qui paraît un peu drôle. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous pouvons manquer du maïs avec les terres arables, les terres agricoles? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'était imaginable? Qu'est-ce qui nous a conduit à cette situation? Mais vous savez, les désinvestissements, qu'est-ce que vous voulez? Les désinvestissements, ça fait déjà de longues années que nous avons construit notre croissance économique sur les mines. Notre budget est constitué à plus de 80% par la rentrée minière. Quand vous ne faites les mines, vous ne faites pas l'agriculture. Donc, c'est tout à fait normal qu'après un certain temps, nous ressentons les désinvestissements qu'il y a dans le domaine de l'agriculture. Prenez les 10 dernières années, regardez les budgets de l'État, regardez le budget d'investissement, regardez la portion qui a été adressée à l'agriculture. C'est très peu. On ne peut pas se prévaloir de nos propres erreurs. Donc, il y a eu effectivement pendant de longues années un désinvestissement dans le secteur agricole. Mais il y a aussi des politiques publiques dans le commerce international qui ont fait que notre pays, malheureusement, est assis sur l'importation. Donc, les ressources financières viennent souvent des douanes. Or, c'est par les importations que le Congo est en train de gagner et dans la précarité. Ce n'est pas étonnant. Merci à Lauriane Bilonda qui nous suit depuis Dallas aux États-Unis. Merci, soyez nombreux à partager cette vidéo et de la suivre. Mais, Willy Kalengai, lorsque nous regardons le gouvernement, avant même l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avions le projet Bokangalonzo pour désengorger la problématique agricole. Nous avons le service national aujourd'hui avec Kanyama KCC. Mais comment expliquer, malgré cette approche qui est rareté? On nous a vanté les mérites de Kanyama KCC, même des points de vente des farines de maïs pour les familles des militaires. Mais comment expliquer qu'à la fin, qu'on nous dise qu'il y a rareté, vous nous parlez de désinvestissement, tandis que l'État congolais a initié des projets pour pouvoir répondre aux besoins agricoles de la population congolaise? Écoutez, c'est un problème de chiffres et de rapports. Hein. D'abord, nous avons besoin, pour la zone concernée par la farine de maïs, par an, nous avons besoin d'1 million de tonnes pour la population, en tout cas du Grand Katanga et du Grand Kasaï, ceux qui sont les grands consommateurs de cette farine. Mais aujourd'hui, notre production nationale, Kanyama KCC y compris, nous n'arrivons pas à 300 000 tonnes. Donc, nous sommes autour de 250 000 tonnes. Donc, il y a un déficit de 750 000 tonnes. Ce déficit, vous n'allez pas le remplir simplement avec 2 ou 3 fermes. Il est vrai que Kanyama KCC travaille, c'est quand même, l'espace n'est pas assez grand.
c'est un travail important, mais c'est un travail insuffisant. Il faut au moins il faut au moins par territoire qu'il y ait 1000 hectares de champs. À ce moment-là, nous aurons, si vous calculez la productivité, les rendements par hectare, vous comprendrez qu'il faut absolument que nous puissions étendre notre espace d'exploitation. Ces 150 000 tonnes de déficit, ça ne peut être comblé que par l'importation. C'est comme ça que la farine est achetée dans les pays qui peuvent en produire. En ce qui concerne Bukangalonzo, je ne voudrais pas rentrer ici dans la polémique. Pour moi, ça a été un projet saboté. Je pense que ce projet, s'il avait obtenu le financement jusqu'au bout, ce projet aurait été une réponse valable. Ce projet était un projet génial. Je crois que nous qui avons fait les reportages, nous sommes allés sur le terrain. Nous Nous avons le vu savons, vous comment êtes descendu là-bas sur le terrain, oui, oui. sur le terrain, où nous avons vu ce qui a été fait. Le projet est mort parce qu'à un moment donné, quand celui qui en était un peu le centre d'impulsion a quitté la primature, le projet a cessé d'être financé. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y avait que ça. Le projet n'est pas arrivé au bout. Le projet avait déjà atteint un certain niveau de maturité, mais il fallait achever les financements. Quand on cesse de financer, eh bien, le projet commence à vivre sur ses propres réserves qui vont certainement finir. Bukangalonzo aurait été une très bonne réponse et je vois que ce n'est pas fini parce que je sais que même dans les conditions actuelles, il y a quand même une production qui vient de Bukangalonzo, même si elle n'est pas suffisante. Je me dis que, évidemment, nous avons intérêt, et je crois que c'est une des choses que l'État a promises à la nation, c'est que nous avons intérêt à pour que les Congolais produisent dont ils ont besoin pour manger. Il faut produire ce que vous mangez. Willy Kalengai. Oui. Donc, produire ce que nous mangeons. Mais en aparté, j'ai pu être contacté par des opérateurs économiques qui nous ont expliqué, mais c'est un rien, c'est beau tout ce que nous dit le VPM Vital Kamerhe et Patrick Mouyaya, mais il faut le reconnaître, il n'y a jamais eu des plans d'aménagement des routes, des dessertes agricoles pour désenclaver les zones de production aux zones de consommation depuis des années. Vous avez les villageois dont les produits agricoles sont en train de pourrir dans leurs champs parce qu'il manque de routes. Tout ça aussi, il faut le reconnaître. Il ne faut pas tout simplement dire parce que beaucoup de politiciens se sont mués en opérateurs économiques pour privilégier, par exemple, les maïs venant de la Zambie et d'autres contrées au malheur des agriculteurs congolais. Qu'est-ce que vous dites de ça, Willy Kalengai? Bon, vous savez, moi, je n'aime pas entrer dans la polémique inutile. Nous sommes un pays pauvre. Peut-être que la plupart des Congolais, ils en parlent, mais ils ne réalisent pas. Qu'est-ce qu'un pays pauvre? Un pays pauvre, il n'a pas d'infrastructure de base. C'est un pays qui n'a pas d'infrastructure de base. Un pays où la population vit avec moins d'$1 par jour. Le Congo, tout en étant potentiellement très riche, le Congo ne produit pas suffisamment des richesses qui peuvent le monter vers des pays émergents. Peut-être on va y arriver. Parce que nous parlons d'un pays pauvre. Alors, il faut prendre la mesure de cette pauvreté. Elle est dans quoi? Elle est dans l'insuffisance des infrastructures routières. Elle est dans l'insuffisance des voies d'évacuation des produits. C'est ça la pauvreté. Sinon, vous ne serez pas pauvre si vous pouvez évacuer. Parce que vous évacuez vos produits, vous pouvez les vendre. Aujourd'hui, il y a une production du maïs dans le pays qui chôme et qui pourrit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de voie d'évacuation. Vous savez, le train, quand vous allez toujours dans le Grand Katanga, par exemple, ou dans le Tanganyika, aujourd'hui, vous avez des villes comme Manono, des villes comme Akabongo, Amalembankulu, vous allez trouver des silos de maïs. Mais ce maïs-là, il pourrit sur place parce que les trains ne circulent pas depuis plus de 11 mois. Donc, il y a des vérités qu'il faut assumer comme pays pauvre, comme pays précaire. Mais en même temps, évaluer les efforts qui sont faits pour réduire ces déficits. Donc, moi, je ne voudrais pas jeter des pierres sur les efforts qui sont fournis aujourd'hui, mais je sais que gérer un pays de 2 345 000 km², vous comprenez, c'est en tout cas 80 fois la Belgique, c'est la moitié de l'Union européenne aujourd'hui,
et parvenir dans cet espace-là à construire des routes. Ça signifie que quand vous prenez la route qui va de Lubumbashi à Kinshasa, c'est Paris, Vladivostok. Donc, c'est quand même un espace qu'il faut intégrer dans notre analyse. Nous devons rester réalistes, regarder ce qui est faisable dans les temps, dans l'espace et avec les moyens qui sont donnés à ceux qui nous dirigent. Quel qu'il soit, d'où qu'ils viennent, tout celui qui va prendre le pouvoir dans ce pays sera confronté à la difficulté, à l'adversité des terrains. Voilà ce que je peux vous dire, c'est vrai, il n'y a pas de route, mais il faut le faire. Il faut travailler. Il faut que chaque village, chaque district, chaque province se mette à... De partout où vous nous suivez, vous êtes dans One Day, One Way, Wanji la connexion depuis les États-Unis d'Amérique avec Willy Kalengai. Nous revenons pour cette deuxième partie de notre entretien avec notre invité depuis Kinshasa. Pour cette deuxième partie de notre programme avec Willy Kalengai, nous allons parler climat des affaires, les moyens pour organiser les élections, ainsi que conflit terrien avec le Rwanda. Nous recevons pour vous Willy Kalengai depuis Kinshasa. Climat des affaires, le chef de l'État au Botswana a félicité le travail de l'IGF pour assainir le climat des affaires en République démocratique du Congo. Est-ce que ma première question, pourquoi plus parler de l'IGF, donner plus de lumière à l'IGF lorsqu'on ne donne pas la lumière à une institution nationale telle que la Cour de comptes? Est-ce qu'il ne faut pas plus donner des moyens à la Cour de comptes afin de pouvoir assainir ce climat des affaires au niveau des entreprises de l'État qui sont des structures responsables de plusieurs autres structures privées, si je m'explique bien? Vous savez, vous avez une approche assez étonnante de cette question. L'Inspectorat général des finances, c'est un service de la présidence qui, à l'origine, est un service du ministère des Finances, mais qui a quand même été détaché des finances directement pour dépendre du chef de l'État, pour dépendre de la présidence. Nous devons comprendre bel et bien parce que dans un pays où la prédation, les détournements, tout ce qu'il y a comme marché léonin ont pullulé, il a fallu l'autorité du chef de l'État pour que certaines choses ne puissent pas se faire. Le travail de l'IGF est différent du travail de la Cour des comptes. La Cour des comptes, évidemment, elle peut faire des enquêtes et c'est une cour, elle juge, elle peut travailler. L'IGF fait... Et Mabimouloum a fait ce travail-là de contrôler et même de sanctions. Le rapport, par exemple, Bakandeja. Vous savez, je ne veux pas entrer en citant les personnes. Qu'est-ce que la Cour des comptes fait? La Cour des comptes fait d'abord la réduction des comptes. La Cour des comptes, elle dépend de l'Assemblée nationale. N'oubliez pas cela. Donc, c'est un service de l'État, mais qui vient en appui à l'autorité budgétaire, qui est l'Assemblée nationale, qui est le Parlement, en fait. Et le travail de la Cour des comptes est un travail qui concerne les comptables d'État, qui explique un peu comment l'État a géré ses comptes. Parce que quand vous votez un budget, il est promulgué, c'est une feuille de route. À la fin de l'année, il faut qu'on fasse une réduction de comptes, qu'on sache à peu près ce qui a été donné comme budget, ce qui a été affecté comme budget, ça a été respecté dans quelle proportion. Et la Cour des comptes fait un rapport qui peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire, mais elle-même peut se réunir parce que c'est une cour. Il faut pas, les deux organes sont complémentaires. L'IGF fait un travail de prévention, un travail de répression directe, parce que parfois il y a des flagrances dans certaines gestions.
l'IGF peut entrer dans une entreprise et entrer presque dans la gestion, mais c'est que la Cour de compte ne peut pas faire. La Cour de compte travaille sur base d'abord du Code de compte de l'État. Il travaille avec les comptables d'État avec lesquels elle fait le rapport de la réduction des comptes. Je pense que les deux sont complémentaires et il n'y a pas, en ce qui me concerne, en tout cas dans ma perception des choses, il n'y a pas d'antagonisme possible. Chacun faisant son travail, et si tout le monde garde les vaches, la nation se portera très bien. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Simplement, il y a aujourd'hui un peu la remontée vers le haut de l'inspecteur général des finances parce que le chef de l'État a voulu faire de cet organe un bras armé sur l'assainissement des climats des affaires, mais surtout aussi sur la lutte contre la fraude et le détournement des ressources, des deniers publics. Nous avons observé il n'y a pas longtemps cette incapacité à pouvoir payer les fonctionnaires de l'État congolais à temps parce que, il n'y avait pas suffisamment d'argent, les moyens étaient mis à la disposition de l'armée pour l'effort de guerre, ainsi de suite. Il y a aussi les élections. Mais la grande question, quand on parle assainir le climat des affaires, pour qui? Pour les étrangers ou pour les nationaux? Est-ce que les bénéfices, l'argent gagné par les étrangers, les entreprises étrangères, sont mis à disposition de l'État congolais ou bien sera rapatrié ou seront rapatriés pour leur pays d'origine? Est-ce qu'on peut parler des climats d'affaires assainis lorsque le Congolais, le consommateur congolais n'a pas la capacité de pouvoir acheter les produits et services produits par les Congolais parce que ça coûterait plus cher que ceux produits par les étrangers? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Willy Kalengai? Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites là qu'il faut un tout petit peu, de manière modeste, recadrer un tout petit peu. Merci vous beaucoup. Savez, les business, parce que ça dit que les affaires, c'est les business. C'est la rencontre de l'offre et de la demande. Dans un pays comme le nôtre, vous avez la formulation des besoins à l'infini, mais vous avez les moyens qui sont limités. Et quand l'offre rencontre la demande, il y a satisfaction des consommateurs. Tout à fait. Alors, quand on parle de l'assainissement du climat des affaires, les hommes d'affaires ne regardaient pas leur nationalité. Ce qu'on regarde ici, ce sont les capitaux qui sont investis. Les capitaux, l'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de nationalité. Ceux qui travaillent chez nous, qui sont venus pour investir, c'est d'abord des investissements. Si vous prenez un bus acheté par un Libanais ou un bus acheté par un Congolais, il n'y a pas de différence. Les bus restent les bus, quelle que soit la source de provenance. Donc, il faut un peu éloigner de la zone du business, de la zone des affaires, des questions totalement identitaires et politiciennes. Parce que ça a une implication sur, par exemple, le taux d'échange. Parce que les dollars sont rapatriés à l'étranger, par exemple. Non, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un est venu... Vous avez une entreprise qui a investi ici pour exploiter le cobalt, que sais-je encore. Cette entreprise, elle va vendre à l'extérieur. Nous n'avons pas un marché ici des valeurs, des métaux. C'est vendu à l'extérieur du pays. Et cet argent est payé à l'extérieur du pays. La loi congolaise oblige à cette entreprise, c'est son argent, de rapatrier 60% dans les comptes de l'État ici, dans les banques congolaises, de manière à ce que l'argent rapatrié, qui sont des devises, soutienne un peu la monnaie nationale. Ça, c'est la loi, ça c'est fait. Et je crois qu'il y a eu des discussions avec les gouvernements il y a quelques mois, mais ça s'est fait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ce qui soutient la valeur d'une monnaie, c'est la production. Nous devons produire de manière à ce que les différents produits congolais, pour pouvoir les consommer, nous ayons besoin de francs congolais, et plus le franc congolais est recherché, plus il est embelli dans sa valeur interne. Mais si nous ne pouvons acheter du franc avec le franc congolais que très peu des choses que nous avons besoin, c'est normal que le franc congolais déprécie. Donc la monnaie est un indicateur, le taux de change est un indicateur, mais le plus important, c'est la production. Il faut que le pays produise suffisamment
des choses dont les Congolais ont besoin. Et comme les Congolais vont acheter les produits congolais avec les francs congolais vont monter en valeur. C'est cela, il n'y a pas de magie, il n'y a pas autre chose. Pour ceux qui vendent à l'extérieur, donc ils doivent travailler à la balance des paiements extérieurs, l'argent qui est de l'extérieur est rapatrié ici à la Banque centrale dans certains comptes qui sont privés. Il n'y a donc pas de confusion. Le climat des affaires devra se réaliser par un cadre régulateur. L'État, c'est les régulateurs. L'État doit permettre à ce que ceux qui viennent investir ici se retrouvent leur business plan et surtout gagnent de l'argent. Parce que si quelqu'un vient ici pour investir qui ne gagne pas, ben, il aura perdu des ressources. Il ne faut pas simplement que l'on puisse confondre le fonctionnement de l'écosystème économique avec le fonctionnement de la politique. Les hommes d'affaires fonctionnent avec des lois économiques précises, fonctionnent avec l'État dans les rapports avec la fiscalité, avec la parafiscalité, avec les mesures incitatives, avec le crédit. Vous voyez, avec le crédit. Tout cela fait partie d'un package qui facilite aux opérateurs économiques de fonctionner dans un État. Si nous faisons un effort pour assainir le climat des affaires, eh bien, l'homo economicus, donc l'homme qui veut gagner, viendra ici pour investir. Mais si nous énervons l'ensemble des opérateurs qui sont dans notre pays par une fiscalité abusive, étouffante, par des lois en contradiction avec elles-mêmes, il est facile que les hommes désinvestissent. Comme ça se passe maintenant, beaucoup sont un peu découragés. Beaucoup sont découragés. Vous m'avez anticipé. Beaucoup de Congolais que je rencontre aux États-Unis et ailleurs sont allés faire des affaires ailleurs à cause de la disponibilité des moyens financiers. Un homme d'affaires fait de l'argent avec l'argent d'autrui, des banques. Par exemple, ici aux États-Unis, il m'est possible d'aller prendre un crédit et pouvoir financer une construction à Kinshasa d'un flat hotel où nous allons, par exemple, engager quelques Congolais pour donner du travail. Mais la difficulté aussi, dans ce sens, à améliorer le climat des affaires, c'est l'accès au financement des projets des entrepreneurs congolais. Qu'est-ce que le gouvernement congolais pense à cela? Parce que ça décourage beaucoup. Il y a un jeune Congolais qui est dans le e-banking en RDC. Il envoie de toutes couleurs par rapport à la fiscalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je ne peux rien dire de plus que c'est que à partir du moment où nous n'avons qu'une banque congolaise, sur les 20 banques installées dans ce pays, il n'y en a aucune qui est congolaise. Les banques, c'est des boîtes qui cherchent le profit. Et quand les banques s'installent dans un pays, les banques ne financent que les opérations qui peuvent leur apporter à elles-mêmes des bénéfices. L'État congolais ou les hommes d'affaires congolais n'ont monté aucune banque. En tout cas, ça fait plus d'une vingtaine d'années, toutes les banques sont malheureusement des capitaux étrangers. Donc, pour que le Congolais accède au crédit, il doit traverser un saut d'obstacles, parce que ce crédit-là, d'abord, il est excessivement, il coûte cher parce que le taux est excessif. Ensuite, ça devient compliqué. C'est comme ça que j'ai compris qu'au niveau du ministère des PME, on a commencé à mettre en place, avec la Banque mondiale et la BAD, mettre en place des mécanismes de financement de l'économie congolaise au travers des PME, sans passer par les banques, mais en mettant directement en concurrence les opérateurs économiques. Il y a un programme qu'on appelle le PADEM qui a été mis en place, qui permet et qui a permis, je crois, autour de 20 millions de dollars à donner des moyens à des opérateurs économiques congolais. Je sais que la question de financement est essentielle dans le développement des business au Congo, mais je peux aussi avoir l'honneur de reconnaître que des initiatives sont en train d'être positionnées dans le pays pour permettre à ce que certains Congolais accèdent au crédit. Mais ceci ne peut pas remplacer la mise en place d'une banque. Une banque, nous sommes encore dans l'état où, ici chez nous, autour de 20 millions de dollars, on peut faire une banque. Donc, si on peut créer une banque pour le développement, banque
des crédits agricoles, comme il y en avait il y a quelques années pour les crédits agricoles, banque pour les PME, hein, banque pour les femmes. Les banques peuvent exister. Je me rappelle, je voudrais ici évoquer l'exemple d'un ministre, malheureusement il n'a pas fait longtemps au gouvernement, qui avait un projet dont nous en avons parlé, c'était de mettre en place la banque de la diaspora, en estimant que, parce que quand vous regardez le fonds que la diaspora envoie au Congo, ces fonds par an sont supérieurs aux fonds que la Banque mondiale et même la coopération européenne envoie au Congo. Les Congolais qui sont à l'étranger, ce qu'ils envoient dans le pays ici, par Western Union et tout ça, c'est plus que ce que nous recevons en coopération bilatérale ou multilatérale. Et donc, il y a donc une nécessité de capturer cette manne, au lieu que ça aille directement vers les personnes pour la consommation immédiate. Pourquoi ne pas amener ça dans une banque? Comme ça, ceux qui sont ici, les bénéficiaires en réalité, accéderont à cela par crédit et le pays pourra compter sur 1 à 2 milliards de dollars supplémentaires par an. C'était un projet magnifique, un très bon projet, mais je crois que le ministre n'a pas eu l'occasion, à l'époque où il était ministre congolais de l'étranger, de le finaliser, de l'amener jusqu'au bout. Je me dis qu'il y a tout mais il y a tellement d'opportunités dans le pays pour que les bonnes volontés, les bonnes initiatives dépouillées de cet esprit de vol et cet esprit antipatriotique d'affaires qui soient incitatifs à l'initiative. Ils sont très industrieux, ils sont géniaux, les jeunes Congolais, et aujourd'hui, ils peuvent relever les défis. Willy Kalengai, nous tendons déjà à la fin de notre entretien depuis les États-Unis en connexion avec Kinshasa. Est-ce que, la toute dernière question, préoccupation, est-ce que la RDC a les moyens de financer les élections à quelques mois des élections? Est-ce que nous en avons le moyen ou bien nous allons tout droit vers un report? Willy Kalengai. Bon, je ne pense pas que s'il y a un report, ça serait par rapport aux moyens. Parce que quand vous regardez les plans de décaissement, jusqu'à ce jour, je crois que la CENI a déjà bénéficié de plus de la moitié de son budget. Et quand vous regardez les prévisions de l'année, même s'il y a des doutes pour qu'on réalise vraiment les 15 milliards, je suppose quand même que pour le demi-milliard qui reste, ça ne sera pas compliqué pour qu'on arrive à financer les élections. Mais s'il y a des problèmes avec les élections, à mon humble avis, c'est par rapport au consensus autour de la grande question. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'autres Congolais, en tout cas des formations politiques de premier plan, qui n'ont pas appelé leurs militants à l'enrôlement. Donc il y a évidemment la nécessité, moi je le pense, d'une certaine concertation pour lever la grande option, afin que nous n'allions pas dans des élections qui soient en réalité des pièges, pour que l'on puisse, après les élections, connaître une crise qui soit plus forte qu'avant les élections. Je crois que s'il y a un temps que l'on peut utiliser pour raffiner, affiner, et si pas obtenir ce consensus autour des questions principales, notamment les fichiers électoraux, notamment peut-être la CENI elle-même, je crois qu'il y a nécessité que les gens se parlent. Et je suppose, je pense que les Congolais qui nous dirigent, qui nous écoutent, ont suffisamment de hauteur pour se rendre compte que mieux vaut un consensus maintenant plutôt que de venir dans un pays qui est agressé, de créer d'autres sources de conflits. Voilà ce que moi je pense. Je ne pense pas que les élections peuvent être retardées à cause des moyens. Je pense quand même que les moyens seront disponibles parce que d'une certaine manière, nous sommes dans une croissance de plus de 8%. Il ne faut pas oublier, l'économie congolaise est en train de montrer quand même une capacité de résilience assez étonnante. Capacité de résilience assez étonnante. Vous l'avez signalé, la RDC est agressée. Au Bénin, ça fait à peu près plus de 1 mois. Paul Kagame a affirmé que le conflit
qui oppose la RDC au Rwanda est un conflit de terres. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y aurait des terres rwandaises en République démocratique du Congo, d'où cette guerre, d'où, je peux dire ou conclure, les millions de morts que la RDC a connus. Vous savez, j'ai du respect pour mon pays, j'ai du respect pour ma population, pour que je ne puisse me permettre de commenter ces propos qui sont d'ailleurs des propos inconvenants. Ces propos ne tiennent qu'à une idéologie de la négation et tout ça. Je ne veux pas entrer dans là. Willy Kalingai? Willy Kalingai, vous m'entendez? Je vous entends bien. Vous m'entendez aussi? Non, le son était encore très coupé. Oui, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Voilà, je disais que je ne veux pas ici donner de la valeur à des propos nihilistes, des propos inconvenants tenus par l'autre sur notre pays. Non, je respecte tellement mon peuple et mon pays pour que je puisse perdre une seconde de mon temps à commenter des affabulations. Non, il n'y a jamais eu de... Oui, Ce sont allez-y. des affabulations. Il n'y a pas de problème de terre qui appartiendrait un minimum d'histoire, un minimum de connaissances en histoire de la sous-région va fixer les gens. Simplement, c'est de la propagande et je ne veux pas qu'on perde du temps en cela. La vérité, c'est que malheureusement, le Rwanda a servi de cheval de Troie à une politique internationale de prédation. Il ne faut pas perdre de vue cela. Le Rwanda, c'est quand même le pays qui a été choisi par des forces obscures pour pouvoir maîtriser, si pas caporaliser notre pays. Bon, maintenant que le temps est venu où les Congolais ont compris cela, les Congolais font de la résistance et les Congolais veulent récupérer leur pays. Il faudrait simplement que pour ceux qui ont de la décision, que l'on soit ferme sur des questions essentielles. Il ne faut pas perdre du temps dans ce qui ne va pas nous faire avancer. Les Congolais ont besoin de l'unité. Il faut qu'il y ait une unité d'action et de pensée. Parce que la seule chose qui peut nous mettre ensemble, c'est de protéger notre nation, de protéger le pays. Les contradictions internes existent et elles sont même nécessaires pour la vitalité d'une démocratie. Mais elles ne doivent pas être des contradictions paralysantes, de manière à ce qu'elles paralysent l'émergence d'une énergie nationale capable de faire face à l'adversaire qui n'est pas le Rwanda, qui est aujourd'hui une pensée. C'est une pensée nihiliste. Je ne pense pas que le Rwanda soit notre ennemi. Je ne pense pas du tout. Je pense que le Rwanda est aujourd'hui occupé par une idéologie qui est elle-même attachée à des intérêts de prédation pour que les gens puissent accéder à ce pays. N'oubliez pas que notre pays aujourd'hui, il est au cœur de toutes les grandes transitions. Nous sommes au cœur de la transition énergétique, nous sommes au cœur de la transition numérique, nous sommes aujourd'hui au cœur du climat parce que nous avons les atouts nécessaires pour être la réponse. C'est normal que le pays soit envié et qu'il soit attaqué. Ne parlez pas, ne donnez pas de la valeur à une victime. Le Rwanda est victime de sa propre turpitude. Aujourd'hui, appelé à entrer dans les massacres des Africains, vous vous imaginez, hein, les pères fondateurs de l'Union africaine se retourneraient dans leur tombe alors qu'ils avaient décidé à l'époque que les frontières issues de la colonisation resteraient intangibles. Quel État estime qu'il a le droit d'aller au-delà de la pensée des pères fondateurs de l'Afrique? Ça signifie que cet État-là s'est lui-même mis en dehors de l'Afrique. Il ne faut pas y penser. Willy Kalengai, un grand merci parce que déjà à Kinshasa, il fait tard. Merci beaucoup de cet honneur que vous nous avez fait de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je ne suis pas habitué à parler comme ça. Hein. Nous sommes des observateurs. Nous analysons. Nous n'avons pas d'opinion politique affichée, mais je vous ai dit qu'en ce qui concerne ma nation, notre pays, nous avons le devoir de le défendre. Ce que nous avons fait de cette terre. Merci.
Un grand merci. Très chers téléspectateurs de partout, vous nous avez suivis aux États-Unis, au Canada, à Montréal, à Dallas, à Washington, partout dans le monde. Nous avons reçu pour vous Willy Kalengai. Désormais, vous allez aussi la voir de temps en temps dans notre programme. C'est vrai qu'il a un agenda très gros. Il bouge beaucoup, il voyage beaucoup et il est beaucoup derrière les autorités pour pouvoir échanger avec eux. Et ça sera pour nous un honneur de pouvoir la voir régulièrement dans ce magazine. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Robier Tissomba depuis Kinshasa, Lauriane Bilonda depuis les États-Unis d'Amérique, Nathalie Katenda Kinshasa et tant d'autres familles, Noah, Libota, merci beaucoup. Willy Kalengai, Géopolis, à tous les techniciens qui étaient derrière la caméra de Willy Kalengai à Géopolis, je vous dis un grand merci. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. Merci.